Elle garde devant eux. Do you see something? C'est comme pour les enfants se lèvent, ils s'en vont. Vous ne pouvez même pas traîner là. La sécurité. Le système de vidéosurveillance. Le système de vidéosurveillance. Ah oui, le système de vidéosurveillance. C'est un jour quand je me suis rendu à l'université, dans le commissariat de police qui est là, j'ai vu le système de caméra qui est là. Même ils sont capables de savoir si une souris, si vous lâchez une souris et que la souris fait le tour d'un bâtiment, on va savoir où elle est entrée pour aller la trouver. Il y a des caméras partout. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La sécurité. Donc, quand vous payez vos impôts, vous avez un retour d'ascenseur. Mais chez nous, quand les Camerounais payent des impôts, quel est le retour d'ascenseur? Quel est le retour d'ascenseur? L'urbanisation, l'accès au logement. Dans notre pays, l'État ne construit plus les logements. L'État construisait les logements d'abord pour loger les Camerounais. Il ne construit plus. L'endettement est chronique dans notre pays. Le vrai montant de la dette du Cameroun, c'est calculé ici aux États-Unis, c'est 84 milliards le nominal, hors intérêt. 84 000 milliards. Tout ce qu'on dit là au Cameroun, c'est 12 000 milliards, c'est des histoires. Le vrai montant, c'est 84 000 milliards de la dette du Cameroun. Calculez vous-même, 84 000 milliards. Combien de Camerounais travaillent? Quand on paye les statistiques, la CNPS, le nombre de salariés à 20 on ne dit pas que quelqu'un sort pour se débrouiller le matin en vendant les chaussures. Ça, ce n'est pas le travail, ça. En vendant la bière dans un bar, en se prostituant la nuit à quoi, en chargeant le bus qui va à Yaoundé. Ça, ce n'est pas un travail. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Alors, après que ça ne plaise pas à certains, ils disent qu'on fait la politique. Ce n'est pas un travail. Vous ne construisez pas votre vie avec ça. Eux-mêmes qui parlent n'ont pas construit leur vie avec ça. Et tous ont été étudiés à l'étranger avec l'argent des impôts et du café et du cacao et du coton et de la banane que cultivaient les gens dans l'arrière-pays. Et une fois qu'ils ont été des élites, ils ont tout fait pour couper ça, paupérisant toute cette population-là. Voilà. Les Camerounais se sont résignés. La dette est quelque chose de terrible. L'héritage que Paul Biya va laisser, c'est la dette. L'accaparement des terres. Vous avez vu Elie Milobé poser un problème, sauf qu'il est malhonnête. Il ne pose pas le problème même. Le problème, c'est que Paul Biya a vendu les terres au Cameroun. Je vous avais dit qu'il y a des documents ici aux États-Unis. C'est-à-dire que parfois, on ne veut pas posséder certaines choses pour ne pas enflammer le pays. Quand vous prenez les régions comme l'Est et le Sud, si on fait une évaluation, 80% des terres n'appartiennent plus aux populations qui sont là-bas. Tout a été vendu dans les bains amphithéotiques que Paul Biya fait avec des pays étrangers. Tout a été vendu. Les gens verront. Un jour, ils voudront aller accéder à une forêt, ils vont voir, à moins qu'on ne renégocie ces contrats-là. Renégocier, ça veut dire que d'autres personnes devront travailler pour rembourser ces dettes afin de libérer ces terres-là. Les Camerounais n'en parlent pas, ils sont résignés. C'est-à-dire que vous avez les Limbi qui sont mal à l'aise. Ils savent qu'on a vendu leur forêt dans le camp, on est venu, on a coupé le bois. Ils savent qu'on a vendu, etc., etc. C'est les anglophones, quand ils ont vu comment on voulait aller prendre leur coltan, leur cobalt, leur lithium, leur teston, etc., ils ont pris les fusils pour défendre ça. Quitte à sacrifier leurs enfants. Parce qu'ils se sont dit, mais tiens, si on reste là comme ça, stoïque, on va venir tout prendre. Et qu'est-ce qui va rester pour nos enfants? Les Camerounais se sont résignés. Ils n'en parlent plus. La cause de cette résignation, c'est d'abord les élites camerounais. Nous n'avons pas les élites qu'il faut. Moi, je vis dans un pays qui est la première puissance mondiale. Je vois ce qu'on appelle, je comprends pourquoi elle est la puissance qu'elle est. C'est d'abord parce qu'elle a les élites qu'il faut pour développer un pays. Et nous n'avons pas les élites. Je vous prends un exemple. Quand Maurice Kamto dit, j'ai tiré le pénalty, j'ai marqué. Et on travaille avec lui pour aider à rédiger son programme, à mettre en forme, etc., etc., etc. Il me dit, écoute, si j'arrive aux affaires, j'aimerais que tu viennes ici travailler avec moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment les gens ont eu mon email, mais j'ai reçu, ma boîte mail a explosé parce qu'à un moment, ça disait que la capacité de la boîte mail ne peut plus tenir. Ma boîte mail a explosé. Pourquoi? Parce que les gens envoyaient les mails. Voilà le CV de mon enfant. Vraiment, l'enfant n'aime pas le travail. Et il y a le chômage ici. Vraiment, si tu arrives là-bas, n'oublie pas tes frères. Moi, j'en ai 8. Vraiment, j'en ai 5 qui ont le master.
Voilà les CV, prends-les. Vraiment, j'avais fait un marché, on ne m'a pas payé. Machin. Ma pension vieille s'est bloquée. Je compte sur... Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont des problèmes. Mais on ne doit pas parler. Donc, cette élite-là, qui a bénéficié d'abord de l'éducation, c'est-à-dire que ce sont tous des enfants de planteurs qui n'avaient même pas les chaussures quand ils allaient à l'école primaire, qui a profité du système que Aïdjo avait mis en place. Ça veut dire que l'école gratuite, les bourses, etc., etc. Ils sont allés dans les écoles au Cameroun, ils ont fait les meilleures écoles. Ils sont allés à l'étranger fréquenter, ils sont rentrés, ils ont été insérés pour diriger les entreprises d'État. Ils ont tout pillé au lieu de développer, comme on a vu dans des pays comme la Corée, etc., etc. La Corée, le Japon, qui a connu la bombe atomique. Sur leur tête, ils se sont relevés. La Corée du Sud, parce que quand les Camerounais disent que on a connu la colonisation. Mais même avant la colonisation, on a connu pire que ça. Parce que les gens ne connaissent pas notre histoire. Notre histoire. Moi, à l'heure actuelle, les recherches que je lis, chaque fois que j'ai du temps, je consacre 4 heures à la lecture. Je vois le Cameroun là, ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui, le territoire là où il y a le Cameroun là. Je suis capable de lire déjà, juste d'avoir accès aux données de ce qu'était le Cameroun jusqu'à il y a 5000 ans. Donc, il y a 5000 ans, les gens vivaient sur le Cameroun, là. Le territoire du Cameroun, là. Il y avait des gens sur ce qu'on appelle aujourd'hui Douala, il y avait des gens sur ce qu'on appelle aujourd'hui Yaoundé, il y avait des gens sur ce qu'on appelle aujourd'hui Obala, Garoua, Maroua. Est-ce qu'il y avait des gens qui habitaient là? Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est quand les Occidentaux. Non, 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 non. Le continent africain avait 1 milliard d'habitants au début de l'année 1000. 1 milliard d'habitants. Les guerres, sur 5 siècles, 500 ans. On avait les déportations, les esclaves, etc., l'esclavage. On fait qu'au début des années 600, quand on recense, il ne restait plus que 200 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on avait déporté presque 800 millions d'habitants. On parle beaucoup de la traite négrière vers l'Amérique, mais il y a eu aussi la traite négrière vers l'Arabie, ce qu'on appelle l'Arabie saoudite aujourd'hui. C'est pour ça que vous y trouvez les Noirs. Il y a eu la traite négrière vers les Indes, l'Inde aujourd'hui, vous y trouvez les Noirs. Il y a eu la traite négrière vers la Perse, ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Il y a eu la traite négrière vers l'Empire ottoman, sauf que dans ces pays-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après avoir utilisé les esclaves, ils ont mis en place un système de castration des hommes pour leur retirer les testicules, dont ils ne pouvaient plus procréer. Ça fait que la race noire a disparu complètement. Non, les hommes mouraient, les femmes mouraient, il n'y avait pas de naissance, etc. Donc il y a eu du sale. Mais les gens, on avait laissé le continent africain qui avait des vieillards et des vieux hommes, des vieilles femmes. Mais malgré ça, ils ont trouvé la petite lucarne, ils ont commencé à se reproduire. Il y a eu un système de reproduction. Ils ont reconstitué la population jusqu'à ce qu'on pense qu'en 2050, il y aura 2,5 milliards à 3 milliards d'habitants sur le continent africain. Donc les gens ne se sont pas résignés sur le continent. Ils ne se sont pas résignés. Chez nous, nos élites sont à l'origine de la résignation. La première cause de la résignation, ce sont nos élites. Nos élites aujourd'hui, c'est dit, taisez-vous, ne parlez pas. L'inflation. Moi, j'ai lu une étude sur les travaux faits par des économistes camerounais, où vous voyez comment aujourd'hui au Cameroun, on dit que quand un fonctionnaire touche l'argent, le 15, il n'a plus 5 francs. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'existe plus. Ça a été totalement laminé par l'inflation. Le niveau bas des salaires, les gens qui se débrouillent, ça va, l'insécurité, la drogue dans les écoles, la drogue. Je vous avais publié les vidéos d'aimants sur mon mur. Vous voyez la drogue, les enfants consomment aujourd'hui des différentes sortes de drogues. Ils vendent eux-mêmes. C'est-à-dire le gars vend la drogue. À notre époque, il suffisait que tu n'aies pas coupé tes cheveux, tu recevais 2 gifles, on te mettait à genoux. Aujourd'hui, les enfants vendent la drogue. Les professeurs ont peur de dénoncer. On a institué exactement, Eric, ce qu'on appelle le système de l'Orchou. C'est-à-dire que nos élites, ce n'est même plus Paul Biya qui se charge aujourd'hui de faire la police. Ce sont les élites. Ça veut dire que Paul Biya a compris comment ça marche avec son vieillage. Il a mis en place un système où on répartit à telle élite et c'est l'élite qui se charge de faire la police dans soit son village, soit son arrondissement, soit son truc. C'est l'élite qui est le premier à aller voir le commissaire de police et dire, bon, comme vous voyez là, il y a tel là qui parle un peu trop. Le commissaire dit, OK, merci pour l'information, on va s'occuper de lui.
Sauf que cette élite-là, elle ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Elle ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Le pays s'enfonce. Cette élite-là pense qu'elle est éternelle, elle va vivre éternellement. Avez-vous vu la photo de la chambre de Mobutu? Vous avez vu la photo de la chambre de Mobutu qui est en circulation sur les réseaux sociaux? Tel qu'il avait laissé, personne n'a jamais dormi sur le lit là. Tout est pourri. La mousse a poussé partout sur le lit, la chambre. C'est la chambre de Mobutu là, que vous avez vu. Tout est pourri. Partagez le direct s'il vous plaît. Et mettez les cœurs. Mettez les likes sur YouTube. Vous avez vu la chambre de Mobutu. Tout est pourri. Il faut quand même qu'on dise aux gens que l'histoire de l'Afrique ne commence pas aujourd'hui. Hein. Vous arrivez ici, là, vous trouvez en 1300, en 1275, quand on dit aujourd'hui que l'Amérique est le centre de la finance mondiale avec Wall Street, le Wall Street du monde, c'était le Mali. C'était le Mali. Le royaume du Mali, dans sa capitale Gao, à l'époque, avec son roi Manso Moussa, dont les gens allaient là-bas négocier l'or. Les Incas venaient vendre leur or, les Indiens venaient vendre leur or, les Roumains venaient acheter de l'or, etc. C'était le centre de négoce de l'or dans le monde, le Mali que vous voyez. Mais où sont ces gens? 1000 ans plus tard, même moins de 1000 ans plus tard, où sont ces gens? Où sont ces gens? Ils sont morts, ils ont disparu. Si on fait un sondage dans la rue, on demande aux gens qui était Manso Moussa, ils ne vont pas connaître. C'était l'homme le plus riche du monde. Et il a été l'homme le plus riche, il a vécu près d'un siècle. Il a été l'homme le plus riche pendant près d'un siècle. La terre, le Mali était le centre du négoce de l'or dans le monde. C'était le Wall Street du monde entier. Les Perses, les Arabiques, les Ottomans, les Roumains, les Égyptiens, tout ça venait négocier, vendre et acheter l'or au Mali. C'était le coffre-fort de la terre. C'était la première puissance financière du monde. Où sont ces gens? Tout est vanité, on passe. Où est Mobutu? Où est sa fortune? Où sont ses gardes? Où sont ses militaires? Où est ce qu'on appelait la division spéciale présidentielle, la DRPCSF? Où sont les généraux Maïli, les gens qui ont sémé la terreur, la peur sur les Congolais? Où sont tous ces gens? Où est tout ça? Non. Nos élites pensent qu'il faut mettre une camisole de force sur la bouche. Dès que tu parles, tu fais la politique. Tu fais à la politique. Et à la place de ça, ils ont résigné notre population. Notre population s'est résignée. Ça a été la... Hier, les Kawala descendaient dans la rue où dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, etc. Dès qu'on a commencé à les donner les marchés, ok, il y a l'eau, il y a l'électricité. Mais qu'est-ce qu'elles pensent? Vous allez passer. Vous allez passer. Et je dis souvent à nos élites que la menace aujourd'hui, ce n'est même plus les Occidentaux. La menace pour vous, là, les élites, là, c'est votre diaspora. Parce que pendant que vous avez mis un système au Cameroun, vous dit l'or chou, parce que tu as accès à quelques marchés, parce que tu as volé ta part dans les sociétés pétrolières où tu as travaillé, tu as conçu un peu tes immeubles, tu fais comme si on ne t'a pas vu, mais on sait tout ça, parce que tu as travaillé dans ta société d'État, tu as volé ta part, parce que tu as été fonctionnaire des douanes, tu as pris ta part, tu as investi, etc., etc. OK. OK. Mais sauf que tu es dans un pays qui est complètement endetté. Vous avez vu vous-même, on avait des difficultés économiques. Parce qu'on avait des difficultés. Je vous avais dit, il y avait eu ce reportage qu'on avait fait sur Claude Sérillon, avait fait sur France 2, le Cameroun sous le signe du crabe. On voyait bien que le Cameroun, ça allait mal. Hein, c'est le Cameroun qui avait, surtout à un moment, Dieu avait dit, écoutez, nous avons un endettement qui est colossal. Nous consacrons 50% de notre budget pour le paiement de la dette. Et si nous ne payons pas cette dette, nous sommes à terre, nous sommes default. Suite à ça, Jacques Chirac, c'était vraiment le dernier président que la France a eu. Jacques Chirac avait pesé de tout son poids pour qu'il y ait l'initiative PPTE, on rembourse au niveau du G8. Moi, j'ai déjà lu tous les travaux ici, là, comment Chirac avait fait, comment il avait négocié avec les Américains. Mais ça, c'est terminé, ça. Les Américains ont dit, bon, OK, en vertu de la guerre froide, on peut faire encore un geste. Mais c'est le dernier. C'est le tout dernier. Aujourd'hui, là, on dit non, c'est terminé. Il faut que vous remboursez votre dette. Or, la dette du Cameroun aujourd'hui est à 84 000 milliards.
l'argent qu'on prend ici, les machins. Vous voyez qu'on ne met même plus ça dans les comptes publics. Moi, je faisais un direct sur le budget. Je ne peux même plus parler du budget du Cameroun parce que ça, ce n'est pas un budget. C'est un truc, on s'assoit dans un bureau, on tape, on vote là à l'Assemblée nationale, mais ça ne correspond à rien du tout. Si vous voulez voir un budget, regarde le budget du Rwanda, regarde le budget du Nigeria, regarde le budget de la Côte d'Ivoire, regarde le budget du Sénégal. C'est là que vous voyez à peu près à quoi ressemble un budget. La conséquence de ça. La conséquence de ça. Le pays endetté. Moi, je dis à ceux qui sont au pays là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Pendant que vous avez créé une situation catastrophique où vous dites à l'autre population, l'orchou, résignez-vous, allez dans les églises, allez dans les machins, il n'y a pas les médicaments, vous voyez un Camerounais, il rentre le soir avec le pouce-pouce, il a une bouteille avec des écortions là-dedans, vous savez, lui-même, il ne sait pas ce qu'on a mis à l'intérieur, il boit ça, il est malade, il bouillit la citronnelle, il met des feuilles de goyave. Je ne dis pas que chacun peut choisir comment il se soigne, je ne dis pas que ça ne soigne pas. Mais est-ce que c'est ça qui fait une politique de santé publique? Non. Mais on ne peut pas en parler. En parler, on dit non, vous faites de la politique. C'est-à-dire que ta santé, là, ta santé, il y a le choléra qui tue les gens. Tu ne peux pas en parler. En parler, non, vous savez, c'est la politique. Le choléra va donc tout vous décimer, mais vous ne pourrez pas crier que le choléra est en train de vous décimer parce que vous faites de la politique. Les élites qui ont bénéficié du système que Aïdjo avait mis en place, le système pour lequel les gens comme les Oumniobé, les Félix Roland Moumier, les Ernest Ouandji, etc., se sont battus pour contraindre la France même à mettre sur place, que les Aïdjo se sont battus pour préserver. Ces élites-là, de cette génération-ci, qui ont tout pillé, veulent aujourd'hui dire aux Camerounais, taisez-vous, parce que parler, c'est faire la politique. Mais je leur dis une chose, ce qu'ils ne voient pas, si je mens, regardez la crise au Nozo, c'est les 10 millions de Camerounais qui vivent désormais à l'étranger. Je leur dis souvent, pendant qu'il y a 700 000 travailleurs au Cameroun, il y a désormais 10 millions de Camerounais à l'étranger. Il y a ceux qui parlent peut-être comme nous, mais il y a ceux qui ne parlent pas. Et c'est ceux qui ne parlent pas qui sont plus dangereux. Parce qu'ils travaillent et ils affûtent leurs armes. Vous avez vu, si je mens, la crise anglophone. Regardez vous-même l'impuissance des élites anglophones. Voilà. Regardez vous-même la crise anglophone. Ce qui se passe dans la crise anglophone. La crise anglophone, les élites anglophones pensaient que, bon, voilà, on est au contrôle, on est aux manettes, on tient les leviers, etc. Mais ils ne tiennent aucun levier. Vous avez vous-même vu que dans les négociations qui sont au Canada, les élites anglophones ont été écartées. Les élites anglophones ont été écartées dans les négociations qui se tiennent au Canada. Totalement écartées. Pourquoi ils ont été écartés? Ils n'ont aucun leverage. Aucun leverage. Il n'y a plus moyen de dire leur chou. Est-ce qu'à Tangandji peut se lever lui-même, il va à l'ouest dans son pays? Est-ce qu'à Keremouna, Kawala, Frundi, est-ce qu'ils peuvent encore aller dans leur village? C'est plus possible. C'est plus possible. Il y a une mutation. La mutation vient du fait que beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, et je dis encore, sont nettement plus forts. Ils sont des entrepreneurs, ils sont des professions libérales, ils sont des soldats, des officiers, des commandants, ils font beaucoup de choses. Ils ont des entreprises de téléphone, etc., etc. Ils ont nettement plus de moyens que l'État du Cameroun. Comment vous faites? Parce qu'eux, ils n'entendent, ils ne se sont pas résignés, eux par contre. Ils ne se sont pas résignés. Comment vous faites? Les Camerounais se sont résignés. Comme dit mon petit frère Eric, il te dit que même dans une réunion familiale, les représentants du chef vous demandent de ne pas parler de politique, alors que vous parlez de l'intérêt de la communauté qu'on doit défendre. C'est ça. Les Savoirs qui se plaignent aujourd'hui, quel a été le travail de leurs élites? Moi, je n'ai rien contre Laurent Esso. On me dit qu'il ne faut pas le citer dans un direct. Mais si je le cite, c'est eux qui sont derrière les lignes pour dire comment on dit que les Bamileke. Mais quel a été leur rôle? Quand les maîtres Yondon ont dit qu'ils se lançaient en politique, là, ce sont ces élites-là qui ont dit aux gens, fermez là, bouclez là, on va vous détester ici, taisez-vous, etc., etc., etc. Ils se sont mis avec le pouvoir et ils ont dit, bon, taisez-vous. Donc, on a pris les terres en DUP, on a vendu les terres en DUP, on a vendu chez des hommes d'affaires, etc., etc., etc. C'est comme ça que tout est parti. En fait, quand on dit les terres, je ne parle pas de Bépana, parce que ça, c'était le marécage. Je parle des terres dans les Aqua, d'Aïdo, tout ça est parti.
Ici, vous avez une élite qui défend sa population. Ici, vous avez une élite qui défend son pays. Ici, vous avez une élite, c'est-à-dire que quand il y a un petit quelque chose, mais vous allumez les médias là, mais c'est pas possible. Si dans un échange de tirs, dans un quartier là, ici, un policier tombe, vous allumez les médias, mais vous ne pouvez même plus. Ça en boucle, le 24-hour coverage, 7 jours sur 7. Ça va faire au moins ça pendant un mois. S'il y a un accident là, boum, il y a peut-être 14 morts, mais le gouverneur, ça fait un tel tollé. Quand il y avait le ballon là qui a survolé le pays ici, mais on ne dormait pas. Tout ce que le pays compte de généraux à la retraite, d'anciens conseillers à la sécurité nationale, etc., etc., ils sortaient, ils étaient dans les plateaux de télévision, ils expliquaient, ils donnaient des explications, ils s'indignaient. Le ballon n'a même pas fait 2 jours là, il était pris en chasse déjà en l'air par les trucs, mais ils n'ont pas voulu abattre ça quand c'est sur le territoire. Dès qu'il est sorti un peu là, dans une zone où il y avait la mer, on a abattu le ballon. Chez nous, il peut même avoir 500 ballons dans le ciel. Non, ne parlez pas. C'est la politique. Dans ces ballons-là, on peut même mettre un produit chimique comme on pulvérise. Ça programme la mort des Camerounais dans 10 ans. On ne parlez pas. On meurt. On vous dit non, c'est Dieu. Si on meurt là au ciel, on va aller en l'air, là, on va aller trouver Dieu. Les Camerounais se sont résignés. Les Camerounais se sont résignés. Nos élites ont mis en place un système de castration, d'endormissement de notre population. Les gens ne sont plus capables d'indignation. D'indignation. Il y a le viol, il y a la drogue, il y a les meurtres, il y a le chômage, il y a l'inflation. Les gens ne sont pas capables. Quand vous connectez avec un Camerounais, c'est seulement, gars, je suis foiré. Hein. Gars, je suis foiré. C'est tout. Hein. Quand il n'y a pas je suis foiré, là, il n'y a plus rien. Je suis foiré. Dépanne-moi, lance-moi. Les Camerounais se sont résignés. Et la résignation fait que notre peuple n'est même plus capable d'avoir des ambitions, de dire nous allons être les numéro 1 dans l'agriculture. Ça, les Camerounais n'y pensent même plus. Nous allons avoir des... Nous n'y pensons plus. Il y a quelques élites qui pensent que, bon, comme ils ont... Je prends un autre exemple encore. Vous avez vu qu'on a détruit les commerces des petits-enfants Bamileke à 100 000. Vous n'avez pas vu les élites Bamileke réagir? Mais maintenant, là, si on détruit maintenant leurs biens, là, leurs hôtels, leurs immeubles et tout, là, oh, vraiment, le peuple Bamileke le peuple Bamileke, c'est quand on s'en prend à eux et à leurs intérêts. Et les intérêts des pauvres gens. Qu'est-ce qu'on en fait? Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le cœur des autres, mettez les likes sur YouTube, s'il vous plaît. Que fait-on aujourd'hui quand on voit ce qui se passe? Ça a été la grande résignation. Les Camerounais se sont résignés. Et cette résignation-là pèse énormément sur nous et c'est très dangereux. Je pense qu'il est temps qu'on ait un sursaut d'orgueil. Si on n'a pas un sursaut d'orgueil, ça va être l'hécatombe. Ça va être l'hécatombe. Et le pire, c'est que nous avons le potentiel pour rebondir. Voilà, nous avons le potentiel pour rebondir. Est-ce qu'il faut faire l'agriculture? Nous avons assez de terres pour faire l'agriculture. L'agriculture a évolué aujourd'hui, il y a les moyens productivistes. Il y a les moyens productivistes. Est-ce qu'il faut faire l'éducation aujourd'hui? Nous avons les moyens de le faire. Est-ce qu'il faut faire de l'industrialisation? Nous avons les moyens. Est-ce qu'il faut produire l'énergie? Nous avons les moyens dans notre pays. Mais, mes chers frères, un peuple qui se résigne, il est mort et enterré. Tous les peuples sur la terre ont connu des crises. Moi, j'ai fréquenté dans une très grande université où j'avais observé que à la cafétéria, donc ce qu'on appelle Union, non, il y a un grand bâtiment, des restaurants, tout ça. Les enfants japonais ne mangeaient jamais avec les enfants coréens. Ou les étudiants japonais ne mangeaient jamais avec les étudiants coréens. Je n'ai pas vu les Coréens et les Japonais manger. Alors un jour, je suis allé demander à un ami Béon, qui est aujourd'hui associé gérant de KPMG à Séoul. Je dis, mais Béon, pourquoi? Et c'est là qu'il me dit, ah, parce que bon, il parle un peu français. Son père était un diplomate en France. Il me dit, tu me prends après, je vais te dire ce qui se passe. Donc, il avait sa tablette, il m'a montré l'histoire triste.
Les Japonais ont pris des hommes japonais, ils sont allés les mettre sur une île avec des crocodiles tout autour, dont ils ne pouvaient pas s'échapper, pas de nourriture, pas d'eau, donc ils mouraient les uns après les autres. Et ils ont pris des femmes coréennes, ils les utilisaient comme instrument pour soulager leurs soldats. C'est des choses que je n'aime même pas parler, c'est des choses très tristes. Mais vous voyez, les Coréens, avec ce qu'ils ont subi, des exterminations, etc., les Coréens se sont battus, ils sont revenus au haut niveau, ils ont reconstruit leur pays. Parce que l'élite coréenne a lead, comme on dit, le leadership de son peuple, ils ne se sont jamais résignés. Jamais ils ne se sont résignés. Jamais il n'y a eu de résignation. Les Japonais eux-mêmes ont pris une bombe atomique sur la tête, mais jamais ils ne se sont résignés. L'Allemagne a été envahie par plusieurs pays qui l'ont défait militairement. Mais jamais les Allemands ne se sont résignés. Ils se sont levés, ils ont reconstruit leur pays. Ils se sont battus pour la réunification de l'Allemagne et ils ont absorbé l'Allemagne de l'Est. Ils l'ont reconstruite, ils l'ont mise debout. Chez nous, rien n'est possible parce que les élites ont poussé les populations à se résigner avec une petite intimidation verbale. On appelle ça intimidation verbale. Oh, vous, tu sais, si tu pars en Amérique, là, tu ne pourras pas revenir au Cameroun. Mais qui vous a dit que dans le monde, là, il faudrait que je m'arrête un peu quelques minutes. Le monde est mondialisé aujourd'hui. Ce que l'élite camerounaise et la population camerounaise ne voient pas, et je ne cesse de le dire, si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez les investissements des enfants venus des Grassfield Land dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je dis, ça fait peur. Ce n'est pas un hasard si le forum des CEO en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Ouattara, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, très intelligent, qui comprend que même malgré le contexte, il sait que les Camerounais sont un peu trop nationalistes et ne digéreraient pas qu'on piétine un peu quand même leurs autorités. Ils ont tenu à faire venir le Premier ministre camerounais et beaucoup de cadres camerounais. Les Camerounais ont les investissements qu'ils ont en Côte d'Ivoire, c'est qu'au Cameroun, c'est zéro. Les investissements que les Camerounais ont aux États-Unis, les cabinets dentaires où on travaille là, on se fait payer par l'État, on nettoie les machins. Les cabinets dentaires ici aux États-Unis, les Camerounais ont déjà dépassé 500 cabinets dentaires. On a des études. Je ne sais pas s'il y a 500 cabinets dentaires au Cameroun qui fonctionnent. Les cliniques, les magasins de vente de bouffe, des sociétés de consulting, de conseil, les sociétés de transport par conteneur maritime, les restaurants, les boutiques de vente de vêtements et de retouches, etc., etc. Dans des pays comme l'Australie, les Camerounais ont des milliers d'affaires dans des pays comme l'Australie. Souvent, dans le cadre de mon travail, on a des zooms comme ça, là. Moi, j'ai posé des questions. Les Camerounais sont présents en Australie, ils font de très grandes choses en Australie. Donc, l'élite camerounaise est restée là, elle a un peu la ligne 94. Dès que quelqu'un fabrique une petite trottinette, il fait beaucoup de bruit sur Internet. Il insulte quelqu'un qui est un industriel aux États-Unis, ça le plaît. Voilà, il dit, qu'est-ce que vous avez déjà fait ici? Ici où? Ici où? Dans tous les pays du monde, on attire les investisseurs. Notre pays n'est pas attractif. Vous allez le jour où un dirigeant camerounais viendra et va mettre l'attractivité dans le pays, vous allez voir comment les capitaux vont déferler sur le pays, qui seront issus directement de l'épargne des enfants camerounais à l'étranger. Je vous ai dit que seulement les enfants Grassfield Land, leur patrimoine aux États-Unis, c'est aujourd'hui 30 fois le produit intérieur brut du Cameroun. Vous parlez avec un Camerounais, il vous montre les immeubles qu'il a conçus en Tanzanie. Il vous montre les hôtels qu'il a conçus dans un pays comme la Tanzanie. Il travaille 10 ans en partant, il laisse des hôtels, il laisse des immeubles. En Éthiopie, je ne vous parle pas. Vous allez en Éthiopie, vous avez le Cameroonian Board Council of Business, des affaires.
Cameroonian Board Council. Les gens qui sont